Alain, qui est entraîneur à Montpellier. Le devoir, c'est le devoir. Il faisait manifestement partie de ces jeunes gens que les autorités peuvent décrire à juste titre comme d'authentiques patriotes. Il croyait sincèrement aux valeurs d'honneur et de mérite, à une renaissance de l'armée, mais pas à la manière d'un Poutine. 13 janvier 2000, il partait au combat et rejoignait dans la région de Moscou le 15e régiment d'infanterie, motorisé de la 2e division de la garde, une division Taman. Le 14 janvier, Nina entendait pour la dernière fois la voix de son fils au téléphone. Il avait signé un engagement spécial pour partir en Tchétchénie et ce que présageait ce terrible « et » était parfaitement clair. C'est ainsi que le 18 janvier 2000, le matricule U729 343 posait le pied sur le sol tchétchène. Je suis actuellement cantonné dans le sud-ouest de Grozny, écrivait-il dans la seule et unique lettre qu'il envoya à ses parents durant sa guerre. Elle était datée du 24 janvier 2000. La ville est assiégée et les combats font rage. Les tirs ne s'arrêtent jamais. La ville est en flammes et le ciel obscurci par une épaisse fumée noire. L'artillerie tonne jour et nuit. Les pertes dans notre bataillon sont épouvantables. Dans ma compagnie, tous les officiers ont été mis hors de combat. Les hommes ici sont sympathiques, mais sans grande force de caractère. Nous dormons tous sous la tente, à même le sol. Nous sommes infestés par la vermine et nous mangeons de la merde. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Nous allons peut-être attaquer, mais on ne sait pas quand. Ou bien nous resterons ici, à macérer dans notre jus jusqu'à en devenir dingue. Je ne suis pas malade, mais mon moral est au plus bas. Je vous quitte en vous embrassant très fort, votre Pacha. Ce n'était certes pas une lettre faite pour rassurer des parents inquiets, mais à la guerre, on perd cette faculté de rassurer les autres, de ménager la sensibilité de ceux qui sont restés au loin, quand soi-même on a été choqué au-delà de toute mesure. Toutefois, il s'est avéré par la suite qu'en écrivant cette lettre, Pavel avait réellement voulu rassurer ses parents, car lorsqu'il l'a rédigée, il n'était pas couché dans une tente à s'interroger sur son avenir. Pardon. Depuis le 21 janvier, en effet, il participait vraiment à la guerre. Il avait d'abord pris le commandement du pièce de mortier, puis de toute la compagnie. Les autres officiers étant effectivement hors de combat, il ne restait plus que lui pour diriger les hommes. Il ne se trouvait pas non plus aux abords de Grozny comme il le prétendait. Le 19 février, dans le village d'Ouchkaloï, district d'Itounkalin, alors qu'il portait assistance au groupe de reconnaissance de son bataillon pris dans un encerclement et qu'il couvrait la retraite de ses camarades, selon les termes officiels de sa citation à l'ordre du courage, le lieutenant Legourda succombait à une importante hémorragie due à de multiples blessures par balle. Pavel Legourda est donc mort à Ouchkaloï durant l'hiver 2000. Les combats y étaient féroces. Mais s'il était mort, où donc était son corps? La famille n'a vu venir aucun cercueil, contenant le reste de celui qui avait été le fils de Nina Legourda. Si elle n'avait pas de corps à ensevelir, c'était parce que l'État que le jeune homme avait défendu avec loyauté et au péril de sa vie l'avait tout bonnement perdu. Endossant le double rôle d'enquêteur et de procureur militaire, Nina découvrit que le 19 février 2000, date officielle du décès de son fils, les fameux camarades dont il devait couvrir la retraite s'en étaient effectivement sortis. Mais en abandonnant derrière eux Pavel ainsi que 6 autres soldats, qui les avaient sauvés en ouvrant une brèche dans leur encerclement. Ces derniers, bien que blessés, étaient toujours en vie. Ils ont hurlé et supplié leurs compagnons de leur porter secours. Ces montagnards ont eux-mêmes bandé les plaies des blessés, mais ils ne pouvaient pas faire plus. Ouchkaloï est un petit village isolé, sans hôpital, sans médecin, sans même une infirmière. Pavel Legourda a été abandonné sur le champ de bataille, puis on l'a oublié. On a oublié son corps, oublié qu'une famille attendait son retour. Les survivants ont effacé de leur mémoire ceux qui y étaient restés pour qu'ils puissent continuer à vivre. Le sort honteux réservé à Pavel Legourda après sa mort est une parfaite illustration de l'état d'esprit qui règne dans notre armée. Pour elle, l'être humain n'est rien, personne ne tient la comptabilité des troupes,
Et nul ne se sent responsable vis-à-vis des familles. Si vraiment c'est amusant, je vous l'apprendrai à l'entendre. Et voilà, chère maman, comment je passe mon temps. Vous voyez, je suis très sage, je fais tous les bavardages et j'écoute vos leçons. Je ne parle pas aux garçons. Merci, j'espère que je sais que personne, mais il n'y a pas d'enfant, il y a des jeunes, mais bon. Les jeunes ne sont pas les mêmes mots. En principe, ça amuse plus les personnes âgées, mais bon, je vais s'amuser du moment. Alors c'est un visuel, gestuel, donc c'est à regarder. À écouter aussi. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps et c'est assez, je t'aime. Si je pouvais me réveiller à tes côtés. J'ai encore rêvé d'elle, je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, elle est faite pour moi.
terrain, de s'entretuer comme des sauvages au lieu de copier sur nous. On ne se sentait pas de la même Europe qu'eux. L'Algérie était un bain de sang. Sous les visages masqués des membres du GIA, on voyait ceux du FLN. Eux non plus, les Algériens, n'avaient pas fait bon usage de leur liberté. Mais il y avait longtemps, et c'était comme si à partir de l'indépendance, on avait décidé de ne plus y penser une fois pour toutes. On avait encore moins envie de s'intéresser à ce qui se passait au Rwanda, faute de distinguer qui, des Hutus et des Tutsis, étaient les bons et les méchants. Depuis toujours, penser à l'Afrique remplissait de torpeur. Il était tacitement admis qu'elle était située dans un temps antérieur au nôtre, aux coutumes barbares, avec des potentats à château en France, et ces mots ne semblaient jamais devoir prendre fin. C'était le continent du découragement. Voter pour ou contre Maastricht était un geste abstrait qu'on avait même failli oublier d'accomplir en dépit des injonctions d'un groupe de pression dénommé les personnalités, dont on ne voyait pas pourquoi il était plus avisé que nous sur la question. C'était devenu une habitude que les gens en vue dictent ce qu'il convenait de penser et de faire. La droite, bien entendu, allait battre la gauche aux législatives de mars et recohabiter avec Mitterrand. C'était un vieil homme exténué, aux yeux enfoncés trop brillants, à la voix détimbrée, une dépouille assise de chef d'État dont les aveux sur son cancer et sa vie secrète signaient l'abandon du politique, obligé à ne plus voir en lui, par-delà ses compromissions et ses ruses, que la terrible figuration du temps qui reste. Il trouvait la force d'accuser les journalistes d'être des chiens quand son ancien Premier ministre Bérégovoy se tirait une balle dans la tête sur les bords de la Loire, mais on savait bien que le petit Russe s'était tué, non pas à cause d'un appartement, mais parce qu'il avait trahi son origine et son idéal sous les ordres, et servilement encaissé toutes les humiliations pour y rester. L'anomie gagnait, la déréalisation du langage grandissait, comme un signe de distinction intellectuelle. Compétitivité, précarité, employabilité, flexibilité faisaient rage. On vivait dans des discours nettoyés. On les écoutait à peine. La télécommande avait raccourci la durée de l'ennui. La représentation de la société s'atomisait en sujets, prioritairement sexuels, l'échangisme, le transsexuel, l'inceste, la pédophilie, et les seins nus sur les plages, pour ou contre, mettaient sous les yeux des gens, des faits et des conduites dont ils n'avaient pour la plupart du temps l'expérience personnelle et que, dans l'approbation ou le refus, ils supposaient répandus partout, sinon la norme. La confidence sortait du courrier anonyme des lectrices et des voix de la nuit, d'Allo Macha, pour s'incarner dans des corps et des visages en gros plan, dont on ne parvenait pas à détacher le regard, étonné que tant d'individus osent raconter leur histoire intime à des milliers de spectateurs, heureux d'en apprendre autant sur la vie des autres. La réalité sociale était une rumeur faible, couverte par l'euphorie de la publicité, les sondages et les cours de la bourse. L'économie repart du bon pied. Voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Mais finalement, ce que j'ai voulu aussi, c'était choisir un texte qui n'ait pas forcément rapport avec la presse, mais qui parle du monde, des événements, avec une autre voix, avec une autre langue. Voilà. Et sinon, donc, Annie Ernaux a écrit beaucoup d'autres choses très, très belles. Voilà.